Bonjour tout le monde. Alors je fais une première vidéo pour animer cette page, pour tous les contributeurs du prochain film que je m'apprête à tourner, Love Skins. Je me suis aperçue lors de ma dernière conférence que en fait j'étais très immergée dans le temps du rêve aborigène et du coup j'avais beaucoup de mal à comprendre que les gens à l'extérieur n'avaient pas compris encore qu'est-ce qu'était cette cosmogonie. Et je voulais, dans une vidéo, expliquer ce que c'était que le temps du rêve, bien sûr avec ma compréhension des choses, parce que je ne suis pas aborigène, donc je ne vis pas les choses de l'intérieur, je ne peux exprimer les choses qu'à travers mon prisme à moi. Euh, il y a aussi une autre raison pour laquelle je vais expliquer les choses de façon hyper simple, c'est parce que traditionnellement, on n'a pas le droit, quand on n'est pas aborigène, de parler de la culture. Donc je vais le faire avec mes mots à moi, avec mon cerveau d'occidental. Alors j'ai préparé un petit diaporama, mais vous ne le verrez pas dans cette vidéo. Je vais juste me le sortir pour moi, comme ça me permet de le tester pour mes prochaines conférences. Donc le temps du rêve, en fait, c'est le temps de la création du monde. C'est l'espace hors de la dimension du temps, préformatif au paysage et à tout ce qui existe sur la Terre. Donc on l'appelle le temps du rêve parce que ce sont des ancêtres cosmiques, des êtres divins qui ont rêvé le monde. Et comme dans certaines cultures, par exemple en Inde, on a cette idée de premier son originel, le Om. Pour les aborigènes, en fait, c'est une première image originelle, c'est un premier rêve. Donc cela suppose que les ancêtres, les êtres cosmiques qui ont rêvé le monde, euh, le, 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 le formaient sous forme d'image. Mais de toute façon, on parle de la même chose, on parle d'une vibration, d'une fréquence. Donc ces premières images rêvées euh, ont permis... Bon, il y a eu plusieurs images, évidemment, puisqu'il a fallu former la planète entière. Donc en fait, les ancêtres mythiques ont vécu des odyssées, des aventures dans cet espace hors du temps. Ils se sont rencontrés, ils se sont battus, ils ont fait la guerre. Et toutes ces circonstances, toutes ces situations ont créé les montagnes, les rochers, les trous d'eau, les arbres, tout ce que l'on voit sur Terre. Les collines. C'est ensuite que sont apparus les hommes. Les hommes, alors pour les cultures avec lesquelles j'ai travaillé, les hommes sont sortis de terre. Alors je ne peux pas parler au nom de toutes les cultures aborigènes parce que elles partagent toute cette cosmogonie du temps du rêve, mais avec des histoires, des ancêtres différents, donc des odyssées différentes. En tout cas, les personnes avec qui j'ai travaillé, leurs clans sont sortis de terre, de sous terre. Et ces clans donc appartiennent de la même façon que les arbres, les animaux, les étoiles, appartiennent à ses ancêtres. Je coupe mon diaporama, il va trop vite. Appartiennent à ses ancêtres cosmiques. Donc cela suppose que les hommes appartiennent à la terre-mère, à la terre. Ils ne sont pas au-dessus de la nature. Ils vivent de la même manière que les animaux et les arbres, dans les mêmes conditions, dans la même hiérarchie. Donc quand les hommes sont sortis de terre, ces êtres divins sont venus, alors ça s'est passé bien sûr sur des millions d'années, hein, avant même l'apparition de l'Homo sapiens. Donc il y a de nouveaux ancêtres cosmiques, donc ça suppose aussi qu'il y a des millions de dimensions, bien sûr. Il y a aussi une hiérarchie céleste. De nouveaux ancêtres cosmiques sont descendus pour leur apporter les lois. Donc les lois concernent la façon de se comporter en société, dans l'organisation, à travers les nations aborigènes, à travers les clans, à travers les groupes familiaux, au sein des cérémonies. Les ancêtres leur ont apporté les outils,
la façon de comment chasser, enfin, une base comme ça référentielle de données pour vivre en harmonie. Les hommes se sont alors mis à parcourir le chemin de leurs ancêtres à travers l'Australie. Donc chaque clan suivait la route, l'itinéraire traversé par son ancêtre mythique qui avait façonné le monde en voyageant à travers le continent. Et toutes ces routes ont dessiné des itinéraires comme ça, comme une toile qui parcourt toute l'Australie. Et on les appelle les pistes chantées. Alors pourquoi les pistes chantées? Parce que il y a deux raisons. Alors les aborigènes chantaient ces pistes, elles chantaient le paysage pour se remémorer la route de l'ancêtre. Donc en même temps, ça leur permettait de s'orienter dans l'espace. On chantait cette montagne, puis à tant de kilomètres, on chantait ce trou d'eau, et puis etc., etc. Et comme ça, on parcourait toute la route de l'ancêtre mythique. Et en même temps, en faisant ça, en chantant cette mémoire, on ravivait Il y a mon chat qui est en train de défoncer sa caisse. Donc on ravivait la fréquence, la graine de vie originelle, la première image rêvée par l'ancêtre dans cet espace hors du temps. Le chant, les cérémonies, les danses permettaient de tisser en permanence, retisser le lien avec ses ancêtres ou son ancêtre. Les ancêtres divins ont ensuite apporté aux aborigènes J'attends que mon chat ait fini ses affaires. Donc, ces ancêtres divins ont aussi apporté aux aborigènes la façon de s'organiser socialement. Et sur le modèle donc de ces itinéraires chantés, de ces routes chantées, les aborigènes ont créé un système de parenté qui s'apparente, comme les pistes qui tracent les itinéraires des ancêtres, à une énorme toile d'araignée connectée, un énorme réseau qui s'applique aussi à toute l'Australie, à tous les clans d'Australie. Et c'est un système familial qu'on appelle les noms de peau. Donc chaque enfant naît avec un nom, un prénom et un nom, plus un nom de peau qui lui indique en fait sa position familiale. Alors il existe 8 noms de peau qui sont distribués à travers les mères et 4 noms de peau à travers la lignée des pères. Alors ces noms de peau permettent en fait, c'est-à-dire qu'il y a 8 noms et tous les aborigènes portent un de ces noms. Donc en fait ils ont tous un lien familial les uns à travers les autres par rapport à ce nom. Alors les Nangala sont les grands-mères des Naburula. Elles sont aussi, les Nangala, les petites filles des Nampinjimpa. Donc voilà, en fait ce système permettait à travers les cérémonies de regrouper tous les frères et sœurs, de savoir où toutes les grand-mères se trouvaient, tous les pères et les mères, et ça donnait aussi aux aborigènes une appartenance globale, c'est-à-dire qu'on pouvait se déplacer à travers tout le continent et se présenter par son nom de peau, et savoir donc qui dans d'autres communautés étaient nos parents, nos mères, nos pères, nos grands-pères. Donc c'était une famille étendue, une famille élargie en fait. Ce qui n'exclut pas en fait le fait d'avoir un père et une mère de sang, mais par contre ça donne des responsabilités et des droits dans tout ce réseau tissé de communautés aborigènes, de clans aborigènes. Et aussi une place, en fait on n'est jamais seul, on peut se déplacer n'importe où, chez les aborigènes on a ce devoir d'être responsable de l'autre, et on demande pas s'il vous plaît, peux-tu me prêter ça ou m'aider, on te dit tu m'aides, aide-moi, donne-moi ça, et c'est attendu, c'est une obligation familiale de s'entraider. Donc ça c'était à l'époque quand les clans étaient encore très traditionnels. Il y en a encore une quarantaine de tribus et de clans qui vivent sous ces lois et cette constitution familiale, mais c'est vrai que depuis l'ère de la colonisation et l'assimilation,
Ce système a disparu pour les aborigènes qui vivent dans les villes, sur les côtes. Bon, ils essayent, quand ils se déplacent dans les communautés, ils se réapproprient bien sûr cette structure. Euh, voilà, mais en fait, ce sont des lois qui permettent la survie, en fait, qui permettaient la survie dans ces espaces et ces territoires immenses et rudes. Ça régissait aussi le système des mariages. Qui pouvait se marier avec qui pouvait... quelles étaient les personnes que l'on devait éviter aussi. Il y a des protocoles d'éviction, en fait, pour empêcher les mariages consanguins. Les femmes doivent éviter de regarder et de parler à leurs cousins et leurs frères. Donc ce système indiquait par rapport au nom de peau qui étaient tes cousins, qui étaient tes frères. Donc tu savais par rapport au nom de peau que si tu t'adressais à un garçon que tu connaissais pas et qui te disait qu'il avait le nom de peau d'un cousin à toi, tu devais l'éviter. Alors ce qui est magnifique dans ce système aussi familial qui inclut la nature, enfin tout ce qui est visible. C'est-à-dire que ce système de nom de peau s'applique à tout ce qui est visible, les astres, les montagnes, les arbres, les animaux. Donc, à partir du moment où sur un territoire ou une terre, on a un animal qui porte le même nom de peau que nous, par exemple, ça permet aussi des restrictions. On ne peut pas le manger, on doit le protéger. Euh, de la même manière que les arbres. On ne peut pas couper un arbre qui a le nom de peau d'un oncle à nous. C'est un être qui fait partie de notre famille. Donc, à l'époque, les aborigènes vont utiliser ce qu'ils ne font plus aujourd'hui, c'est-à-dire la communication télépathique, parler à l'esprit de l'arbre, à l'esprit de l'animal qu'ils allaient chasser ou qu'ils allaient couper pour en faire un canoë, par exemple. Et puis étaient attachés à ces tâches-là que les personnes qui n'avaient pas de relation familiale directe avec l'arbre ou l'animal en question. Je ne sais pas exactement en fait à partir de quel degré de position familiale tu pouvais tuer un animal ou couper un arbre en lui demandant l'autorisation, parce que je n'ai pas encore tous les détails de cette organisation familiale qui est très 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 complexe. Pour finir sur cette question du temps du rêve, on a vu deux cartes. On a vu la carte des itinéraires chantés à travers l'Australie et la carte du réseau des noms de peau familiales qui relient tous les aborigènes entre eux, tous les clans à travers le pays, et qui ressemble en fait à une énorme toile d'araignée. Et pour moi, cette toile d'araignée représente ma quête depuis 17 ans en Australie. Quand j'ai été appelée par ce territoire, j'ai vraiment reçu un appel et je ne savais pas que j'allais y retrouver des mémoires. Donc j'y allais à l'instinct chaque année pour filmer. Les films étaient des prétextes en fait inconscients pour comprendre et récupérer des savoirs, des pans de ma mémoire. Et au fur et à mesure, je sais que à travers mes voyages, j'ai été tout le temps impactée ou attrapée par l'esprit du totem de l'araignée. Il y avait toujours une araignée géante qui venait me titiller, qui venait me perturber sur mon chemin. Je passe toutes les anecdotes de mon histoire avec les araignées en Australie, même si on sait que l'araignée est l'animal qui fait le plus flipper au monde. En tout cas, moi j'ai vraiment une connexion particulière, c'est vraiment mon totem. Il est venu me chercher, et à travers mon histoire que j'ai écrit dans le livre Ma peau d'un autre monde, je parle de ce totem. Et j'ai compris avec le recul que c'était l'esprit de l'araignée qui était venu me chercher. Mais je ne comprenais pas qu'est-ce que c'était, quel était le message que l'araignée voulait me passer. C'est après en creusant sur la symbolique et de cet animal que il y a plusieurs degrés de symbolique, hein. Comme chez les aborigènes, il y a toujours des millions de dimensions à une histoire. Mais la symbolique, en fait, que j'ai compris
avec le recul de 3 ans, où je ne suis plus allée en Australie grâce au confinement, j'ai compris qu'en fait, l'araignée, c'était l'archétype du féminin. Donc, c'est vrai que quand j'ai fait mes films en Australie, j'étais toujours invitée par les hommes. Jusqu'en 2018, où j'ai carrément été invitée à filmer des cérémonies sacrées et initiatiques masculins. Et j'avais beaucoup de mal à comprendre pourquoi, parce que c'était transgresser une loi spirituelle que d'inviter une femme sur la terre des hommes. Je ne comprenais pas pourquoi les hommes m'avaient invitée. Et j'avais même peur d'être spirituellement en danger. Mais je l'ai fait quand même, parce que je me disais que si une porte s'ouvrait, c'est qu'il y avait quelque chose à comprendre. Et ma compréhension, c'était que en fait, j'avais un travail à faire sur le yang, sur le côté masculin. J'étais persuadée que j'avais un travail à faire sur le côté masculin. Alors qu'en fait, non, c'était l'inverse. C'est-à-dire que je voyais tellement pas le travail que j'avais à faire sur les aspects du principe féminin que je focalisais toujours trop sur le yang. Donc, en fait, c'est ça que ma quête en Australie m'a apporté, c'est ce chemin de déconditionnement total. Les aborigènes, par l'exemple, m'ont montré tout ce qui me manquait, mais jamais sans m'expliquer directement, toi tu dois faire ci, tu dois faire ça, toi il te manque ci, il te manque ça. Bien sûr, on m'a dit qu'il me manquait des racines, parce que ce sont vraiment le peuple des racines, à la fois terrestres et célestes. Mais il a fallu que je fasse tout ce chemin vers eux, que je conditionne tout mon esprit, ma façon de penser occidentale, pour me connecter à ce système de fonctionnement en réseau, de tisser des liens sacrés avec tout ce qui m'entoure, pour comprendre que j'étais en train de tisser la toile de l'araignée, mon totem en fait. J'étais en train de tisser cette toile du principe féminin qui est dans la réceptivité, qui est dans la création, et que j'avais le droit d'exprimer cette création. J'avais le droit d'exprimer déjà l'expression, de communiquer, de dire je, de prendre ma place. D'où l'écriture de ce livre, qui d'ailleurs a été l'enjeu d'une grosse crise de panique le jour de l'impression. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais pour bien dire que ça a été un outil de guérison énorme. Et le chemin parcouru avec les aborigènes, et le fait de dire je à travers un livre, et d'exprimer mon histoire, et d'exprimer aussi ma gratitude envers ces peuples qui m'ont permis cette transformation, et cette terre, parce que la vibration d'Australie est aussi une puissance inouïe, il faut le dire. Donc voilà, mon parcours en fait a été marqué par trois cartes. La carte sacrée des itinéraires chantés aborigènes, la carte sacrée du réseau familial aborigène, et la toile sacrée qui me relie moi à mes mémoires, à mes origines divines, à mes racines familiales, à mes racines en France, mais aussi à mes racines en Australie. Et voilà ce que c'est que le temps du rêve. C'est ça la magie du temps du rêve. C'est-à-dire que il nous permet de nous connecter et de refaire le chemin vers nous-mêmes. En nous connectant à cet espace hors du temps, hors de l'espace-temps, on recrée, on fait ce travail aborigène. On vient retisser des liens avec notre espace sacré en nous, notre espace divin en nous. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager pour la première fois, parce que je ne suis pas du tout vidéo, du moins, j'ai plutôt la tendance à aller filmer les autres et à prendre leur voix pour partager leur voix, mais leur voix c'est aussi la mienne, donc à travers ce prochain film qui s'appelle Love Skins, je voudrais, puisque j'ai beaucoup exprimé le côté masculin et filmé les hommes, je voudrais aller filmer cette année les femmes dans le désert. Je les ai rencontrées en 2019. Je ne cite pas encore volontairement la communauté où je me rends par pure superstition. Mais je voudrais aller dans le désert de l'Ouest, retrouver ces femmes que j'avais déjà filmées en 2019. Ensuite, il y a eu toute cette histoire de confinement. Et je voudrais le faire en juillet. J'avais prévu de partir en juin
J'avais pris un billet, mais mon billet s'est annulé. La Lufthansa a annulé mon vol, et c'est tant mieux parce que j'ai finalement un déménagement qui tombe, donc je ne vais pas avoir le temps de partir en juin. Et puis la campagne de crowdfunding aussi a beaucoup de mal à décoller, mais c'est normal, hein, parce que c'est compliqué de financer des projets comme ça. Disons que le film est en production, il est en production à Sydney et il est en pré-production en France, mais ça prend beaucoup de temps. Les producteurs ont plusieurs projets sur le feu, donc ça fait plusieurs mois que j'attends de voir si vraiment on va le présenter à des chaînes de télé en France. Donc ça ne sera pas pour juillet, ça c'est sûr. Si j'ai des financements de la télé, ça sera pour plus tard, l'année prochaine. Mais moi, je tiens à partir en juillet parce que travailler avec ces femmes du désert, ça se fait pas en une fois. On n'arrive pas, on débarque pas avec notre caméra, notre trépied, et puis ça y est, on y va, on tourne, on a besoin de ça maintenant. Non, les choses se font dans le temps. Donc j'ai déjà des premières images de 2019. Je vais les retrouver cette année. Je vais les filmer essentiellement en train de partager avec la jeunesse de cette communauté qui est en perdition, qui n'a plus envie de s'initier dans les méthodes traditionnelles parce qu'il y a Netflix à la télévision, parce qu'elles ont honte de se mettre nues dans le désert, parce qu'elles ont du mal à comprendre les chants qui sont dans une langue qui n'existe plus aujourd'hui, donc elles ont du mal à les mémoriser. Enfin, il y a tout un tas de raisons qui fait qu'aujourd'hui la jeunesse est en rupture avec les anciens, les derniers qui restent. Et les anciens aussi ont perdu une partie de leur mémoire. Il y a la génération d'anciens qui a 90 ans, il en reste très peu dans cette communauté. Il doit rester trois personnes qui ont vécu cette vie nomade et qui sont sorties du désert à 20 ans et qui ont encore des savoirs très anciens. Et ces dames-là, elles ne sont pas éternelles. Donc aussi, je voudrais aller, moi, les filmer cette année. Parce qu'on en a déjà perdu une entre 2019 et cette année-là. Il y en a une qui a disparu et j'ai pas eu le temps de la filmer. Donc là, il en reste deux, trois que je voudrais vraiment enregistrer cette année. Et ensuite, voir la génération d'anciennes d'en dessous qui a 50, 60 ans et qui veut enseigner à la jeunesse de la communauté en certaines danses, certains chants, et qui veulent passer un moment voilà, sur un site sacré là-bas dans le désert. Euh, un site sacré parmi des centaines. En réalité, elles n'ont plus les moyens de se déplacer sur des centaines de kilomètres pour raviver et retisser le lien avec chaque ancêtre, chaque itinéraire, chaque site. Donc moi, sur la durée, j'aimerais créer en fait un partenariat stable avec ces femmes pour que chaque année, elles puissent retourner sur un itinéraire différent et raviver un itinéraire et un site sacré. Donc l'objet de ce film, c'est... Il y a plusieurs objets. Il y a retrouver et continuer d'enregistrer les savoirs. Mais il y a aussi cet objectif sur la longue durée où je voudrais continuer tous les ans à le faire. Ce film servira en plus une association qui aide les aborigènes à retrouver du pouvoir, à recréer à former des thérapeutes au sein même de la communauté pour qu'eux-mêmes puissent se débarrasser des blessures, des traumatismes du passé, de la colonisation, et, euh, et aussi se soigner avec les pratiques anciennes héritées du temps du rêve, la médecine du temps du rêve, pour que les jeunes puissent se guérir au niveau spirituel, au niveau émotionnel, au niveau de la santé mentale. Il y a beaucoup de problématiques de santé mentale parce que toutes ces générations qui ont été impactées par la colonisation ne sont pas sorties de ces traumas. Et en fait, c'est encore plus douloureux pour les générations qui ont... Il y a les générations qui ont vécu les massacres, 4 générations au-dessus de nous, puis il y a cette jeunesse qui ne sait pas, qui n'a pas vécu ça, mais qui se prend en plein pot, en fait, la charge émotionnelle qui n'a pas été libérée par les anciens précédents, les générations d'avant. Donc c'est comme en fait une bombe atomique qui se transmet à travers les générations. Donc il y a énormément de suicides. Enfin bref, la jeunesse est vraiment en péril, quoi. Donc ce film aura je l'espère, le bénéfice de profiter à cette communauté pour enregistrer
pérenniser ces cercles avec la jeunesse, recréer du lien avec la jeunesse et les anciens, mais aussi participera à promouvoir cette organisation qui travaille sur la santé mentale et la formation de thérapeutes sur leur terre originelle. Voilà. Il y a beaucoup à faire, donc il y a beaucoup de... C'est un projet à tiroir. Donc une vidéo ne suffit pas à exprimer tout, mais là je pense que j'ai quand même dit beaucoup de choses. Je vous souhaite une belle journée et puis je reviendrai peut-être dans d'autres vidéos dès que j'aurai des nouvelles sur le départ et sur les... ou pas, parce que la campagne stagne un peu pour l'instant. Mais j'attends des réponses de partenaires qui tardent en fait. Voilà. Donc j'espère qu'avant juillet, une somme d'argent va tomber. Il me manque à peu près 5 000 € pour pouvoir partir et faire le minimum. Voilà. L'idéal, c'est 20 000 € pour être bien, mais avec 8 000 €, je peux déjà être sûre de partir et d'enregistrer les anciens. Bonne journée et puis à bientôt.